Voilà, je vais enchaîner sans transition, comme dirait l'autre, et quand même, j'aurais terriblement envie de placer la discussion que nous pourrons avoir sous l'autorité de Bakounine, car je me sens de ce point de vue-là une certaine sympathie avec Bakounine, et peut-être à travers ce que tu nous diras du Conseil, avec toi. Simplement une courte présentation d'Alexandre Lotelier que beaucoup d'entre vous connaissent. Tu as participé à quelques-uns de nos congrès. Tu as été responsable directeur du département de psychologie de l'Université de Nantes. Tu as enseigné à l'École nationale supérieure de la santé à Rennes, à l'École de la magistrature. Tu as aussi enseigné à Saint-Cyr. Tu as aussi été à HEC, tu as été à l'Université de Paris 8, tu as enseigné au CNAM. Tu as fait quelques missions à l'étranger, tu as été à Tunis où tu as rencontré Foucault, et peut-être aussi la passade là-bas, mais tu l'as revu en France, bien évidemment. Tu as beaucoup bougé et... c'est pas mon enterrement, hein. Non, je sais, voilà. Il va être comme ça, Alexandre, hein. Voilà, c'est difficile, hein. Et donc, les intérêts principaux qui sont les siens, il m'a donné hier son CV, hein, voilà. Les intérêts principaux qui sont les siens, c'est... Alors, les histoires de vie, effectivement, tu en évoquais Gaston Pinault, Jean-Louis Legrand, pardon. Tu t'es beaucoup intéressé à l'analyse de groupe et nous nous sommes rencontrés il y a de cela une trentaine d'années dans un institut que tu as cofondé qui s'appelle l'IFEP, l'Institut de formation des études psychosociologiques et pédagogiques. Et très rapidement, pour resituer ça, il y avait 3 grandes écoles sur la capitale à l'époque. Il y avait l'ARIP, que certains d'entre vous connaissent peut-être, l'Association pour la recherche et l'intervention psychosociologique, qui avait été fondée par André Lévy, Rouchy, Henriquez, etc. Il y avait également CEFRAP, hein, qui avait été fondé par Anzieux, Kess, etc. Et puis il y avait l'IFEP. Et j'avais participé aux activités de l'IFEP il y a de cela bien longtemps. J'étais stagiaire et donc Alexandre Lotelier, avec Bernard Honoré, entre autres, intervenait, puisqu'il l'avait cofondé dans cette association. Et c'est important peut-être de resituer ce moment-là, puisque je crois que c'est véritablement l'époque où, en France, on commence à entendre parler de la dynamique de groupe. On en avait entendu parler bien avant, oui, effectivement, mais quand même, je crois que vous avez largement contribué au tournant des années 60, 70 et peut-être encore un peu 80 à diffuser les théories sur l'analyse de groupe, sur ces questions-là, donc des théories américaines qui avaient été pratiquées, formulées du côté de Rogers peut-être et du côté d'autres, Moreno peut-être aussi. Et donc vous les avez diffusées en France et c'est à cette époque-là que je te rencontrais. Donc pour l'IFEP, ça me paraît un ancrage important à rappeler au public. Et puis, je crois que c'est là qu'on te connaît le mieux, c'est sur le tenir conseil, puisqu'effectivement tu as passé, et je sais que c'est pas un commentaire sur une fin de vie que je suis en train de faire, mais tu as passé plus de 50 ans, je dirais, d'années de ta vie à te battre pour montrer qu'on ne donne pas un conseil, on tient conseil. Effectivement, tu as écrit un ouvrage sur cette question-là.
Et peut-être que tu nous en parleras. Un dernier mot, et après je me tais, c'est promis. Il y a un bouquin auquel tu as participé en 1967 et qui me paraît tout à fait intéressant du point de vue de notre propre réflexion, qui s'appelle « La psychologie dans la cité ». Sans doute le titre est une bonne façon de montrer que la psychologie, elle a peut-être aussi cette sensibilité du social et de la cité. Tu y as participé avec d'autres, et peut-être que de cela aussi, tu nous en parleras. Je termine en disant que hier, dans l'atelier que tu as animé, je te comparais à Miro. Tu feras ce que tu veux de cette comparaison, qui pour moi était élogieuse. Merci. Je suis le dernier survivant de la civilisation papier. Je ne sais pas, j'ai une clé USB chez moi que je n'utilise pas. J'ai peut-être, tous ces instruments-là, je ne sais pas. Donc je suis un mammouth survivant, n'est-ce pas, qui espère arriver jusqu'à vous. La terreur, c'est de m'appeler grand témoin. Si j'ai mis la musique avant, c'est que ma grand-mère eût été effarée d'entendre que son petit-fils était un grand témoin. Donc je peux dire que ma peine et ma difficulté, je suis encore là. Vous m'aviez invité il y a 40 ans et donc je survis à cette affaire. Mais vieillir, c'est pas forcément négatif et nous allons en reparler tout à l'heure. J'ai suivi avec la discrétion nécessaire tous vos travaux, mais que dire? Que peut-on dire? Que faut-il dire aujourd'hui? Il y a près de 40 ans, à Montpellier, je disais déjà, est scandaleux de parler du Conseil à des conseillers. Et je suis encore là avec la même obstination qu'au premier jour, avec cet entêtement de ne pas céder sur l'essentiel. Bien sûr que je suis triste de ce qui n'a pas été réalisé. Tristesse de l'histoire, disait Marou. Et peut-être, bien sûr, que cette année de 70 ans, 1940, je pense à l'étrange défaite de Marc Bloch. Bien sûr que c'est triste de disparaître dans l'inachèvement. Mais rien ne finit avec nos vies. D'autres viendront après nous, qui iront plus loin. Nulle résignation dans mon propos. Je ne suis pas venu jouer de la flûte quand le bateau est en danger. C'est plutôt un chant de combat que j'aimerais. Ce n'est pas radoter du passé qui importe, mais fonder un devenir. Pourquoi témoigner? Parce que nous sommes vivants. Et Sartre craignait qu'on entre dans un mort comme dans un moulin. Et parce que certains qui se disaient « votre ami vous enterre avant l'heure ». Donc un témoignage pour aider à penser, à inventer et agir ensemble. Témoigner, c'est contribuer à l'avènement ou à la croissance de ce dont témoigne. C'est rendre témoignage, c'est rendre hommage à un métier difficile. Ce n'est pas un simple constat. Mais grand témoin, il y a peut-être des petits, est-ce le grand âge qui donne ce titre? Mais qu'attend-il donc d'un vieux, d'un senior, d'un ancien? Va-t-il radoter le passé? Le grand âge, est-ce une vertu, une fatigue? Non, c'est une souffrance. Que s'est-il donc passé depuis 50 ans pour en arriver là où nous sommes aujourd'hui? Je ne sais pas si je suis petit ou grand témoin, mais témoin, c'est martyr. Le témoignage, c'est un combat. Il faut porter jusqu'à la fin toutes les idées qu'on soulève, les valeurs qu'on défend. Je suis amusé ou attristé de voir comment on m'utilise selon le jeu social que chacun joue. Poil à gratter de certains, je ne suis pas sûr qu'on aime le monde de la mémoire. Un travail de mémoire, c'est pas une répétition, mais une reprise, prendre ce qu'il y a de nouveau, de fondamental dans chaque époque de vie. Témoigner, c'est l'honneur d'un être qui ne vit pas dans l'aveuglement ou l'urgence d'un présent seul. Nous sommes une longue histoire, et il y a une histoire à ouvrir. Que dire qui n'a pas été dit? Impression des vagues de la mer qui reviennent sans cesse. Combien de temps faudra-t-il encore pour que ça change? L'impression de vivre un terrible discours. Faut accompagner plus, mais faites plus court. Faites un bilan plus approfondi, mais dans un temps de plus en plus court. Les moyens, donc. Mais comment comparer le coût d'un étudiant de fac par rapport à un polytechnicien, par exemple? Mais comment évaluer pour l'avenir ce qui ne rapporte pas dans l'immédiat? Donc l'orientation qui est au long de la vie n'a pas sa place comme totalement elle devrait l'avoir. Témoigner, dites-vous,
C'est la juste colère, peut-être, des témoins. Que dire, dans l'obligation de la compression, je suis devenu un comprimé, n'est-ce pas? C'est pour ça que j'ai... Alors, que dire? Que peut-on dire? Que faut-il dire quand on s'est trompé? Un témoignage, c'est un appel à la réflexion, pas une conclusion. Je crois que c'est ça que je voudrais souligner beaucoup dans mon affaire. J'en passe et des meilleurs. Ne vous effarez pas, n'est-ce pas? Ce sera comme ça. Témoin, mais il y a transmettre. Alors, qu'est-ce qu'un vieux peut transmettre? Est-il transmettre? C'est mettre en mouvement. C'est pas répéter, c'est du passé. Transmettre, c'est un passage de relais. Mais transmettre quoi, vous me direz? Un savoir, un sens de vie, un devoir de transmission, un legs. Qu'est-ce qu'on peut léguer avant de disparaître? Le pouvoir du commencement. Voilà ce qu'on peut léguer d'abord. On peut naître à tous les âges. La tradition, pour moi, c'est une source, une ressource. Ma grand-mère, étonnée de voir son petit-fils en Sorbonne, aurait dit « Mais qu'est-ce que tu fous là ?» Et j'ai répondu, quand j'ai essayé d'expliquer, elle m'a dit « Tu vends du vent ». Voilà ce que je vendais, mais j'ai dit que c'était l'Esprit Saint, n'est-ce pas? Le vent est important et tout ça. Tradition, transmission, mais laquelle? On transmet, et c'est ça qui est grave peut-être, on transmet ce que l'on ne sait pas, même si on veut transmettre ce que l'on croit. Le plus difficile, c'est l'inachèvement, mais la sagesse est de savoir s'arrêter à temps. Témoin, transmettre, nous sommes une longue histoire inachevée. Transmettre parce que j'ai reçu, parce que j'ai une dette envers ce que j'ai reçu, envers Bachelard, Piaget, Merleau-Ponty, tous les gens que j'ai eus comme prof, Éric Veil, Jean Val, etc., Mounier, Béguin, Ricoeur, etc. Il y a toute une cohorte de gens qui nous ont précédés, qui nous ont fait des signes. Transmettre, non pas un contenu. Chaque génération refait l'histoire, mais un contenant. L'histoire, c'est une course de relais. Comment humaniser l'inhumain de chacun d'entre nous? Non pas parler d'humanisme ou d'humanitaire, mais chaque jour, l'inhumain en nous. Qu'est-ce que nous avons fait? Non pas la transmission, mais la transmutation, la transfiguration. Une transmission, c'est un témoignage pour une répétition, non pas pour une répétition, mais pour une reprise. En fait, c'est le mot de Kierkegaard, n'est-ce pas? Nous ne naissons pas seuls, ni de rien. Nous sommes pris dans une histoire, et ce n'est pas indifférent d'être né en 1780 ou en 1929. La transmission n'est pas la fabrication d'une répétition de conduite, mais au contraire, l'exigence de construction innovante, parce que les conditions ne sont plus les mêmes. Mais il y a là, dans le devoir de transmettre, une exigence, celle de tenir debout jusqu'au bout. Donc je vais essayer. Le passé n'est pas cette répétition-là, c'est pas devenir non plus oublieux. Mais qu'est-ce que nous faisons dans cette tradition-là? Transmettre, c'est pas léguer, c'est un destin préfabriqué. Voilà le problème de la transmission. J'en passe, oui, et des meilleurs, parce que sinon j'arriverai pas jusqu'au bout. Mais je voudrais quand même dire un mot, puisque vous êtes un groupe muet extraordinaire. Quand je ne vois presque personne, mais je vois un monstre noir avec des têtes survivantes. Eh bien, les jeux, la discussion, c'est, je pense à Wittgenstein, les jeux de langage sont des formes d'existence. Voilà mon devoir. C'est-à-dire que je voudrais qu'on bouscule la parole. Quand on me contrarie, on éveille mon attention et non pas ma colère, disait Montaigne dans les Essais. Je m'avance vers celui qui me contredit, qui m'instruit. La cause de la vérité doit être la cause commune à l'un et à l'autre. Bachelard avait un mot très très beau, saisir les instants où la parole, aujourd'hui comme toujours, crée de l'humain. C'est peut-être ça notre travail ici ce matin. Mais la parole, dit le poète, il y a les poètes qui nous parlent, la parole est fragile. Il nous importe tant de naître, embarquant dans le temps notre chair pour y tenir parole. Une attention à la parole est nécessaire, urgente, tant elle est galvaudée, trahie, pas de passivité face à une propagande plus la médiacratie. Il faut dire un mot de ce qui nous rend vivants. La parole n'est pas un enterrement. Parler, c'est dire l'essentiel qui nous réunit, l'espoir et les larmes, mais c'est une fête d'être réunis. Prendre au sérieux la discussion, c'est ça que je voulais dire. Une discussion collective n'est pas un bavardage à plusieurs, ni une succession de monologues, mais une co-construction continue, un tissage par interaction.
Bourdieu a dit des choses excellentes là-dessus. Un colloque, pour moi, c'est pas l'autosatisfaction, l'autosuffisance de chacun, mais pas davantage l'effet titanique dont je parlais tout à l'heure. Je voudrais que la parole reste festive. Donc, mais la parole est aussi mon travail quotidien pour arriver jusqu'à l'autre. Mais la parole est aussi mon apprentissage continuel. Nous avons à défendre la parole à cause des gens sans parole, de l'espoir des désespérés, à cause de la parole humiliée, bafouée, mutilée. Une parole festive entre nous, mais à plusieurs niveaux, imaginaires, affectifs, rationnels. Je parle pour percer le mur, pour vous atteindre, pour arriver jusqu'à vous. Vous êtes ailleurs peut-être, pour créer le mouvement, la vie, la dynamique. Mais je parle aussi pour savoir ce que je veux dire, pour espérer arriver à dire ce que je veux dire. Je parle, j'essaie de parler, mais c'est notre travail quotidien tous les jours. Bien, ça suffit pour ce... J'ai tout mon temps. Non, mais il y a... Oui, bon. Il y a peut-être que je parle dans une extrême urgence. Une extrême urgence, l'urgente nécessité de penser l'ensemble de l'affaire. Une tenue d'exigence pour affronter ce qui ne nous attend pas, mais qui a besoin de nous pour exister. C'est ça que je voudrais dire d'essentiel. Alors, comme les positions de 1940, longtemps préparées à l'avance, j'ai, n'est-ce pas, mon mur de l'Atlantique, etc., comme si vous voulez, qui est un plan en 3 parties, selon les bonnes traditions universitaires que j'avais reçues autrefois. Il y a une partie, alors je ne sais pas si j'arriverai jusqu'au bout, n'est-ce pas, mais il y a la première partie, c'est le déni du Conseil. Qu'est-ce que ça veut dire cette affaire? La deuxième, si j'arrive jusque-là, ce sera le défi du Conseil. Et la troisième, ce sera le devenir du Conseil. Et naturellement, il y aura la musique pour la fin et une conclusion éventuelle si j'arrive jusque-là. Le déni du Conseil. Je crois que la grande difficulté de cette affaire, c'est qu'en fait, il y a les embarras d'un mot qui a une longue histoire. On préfère toujours le changer. Alors maintenant, on en est à l'accompagnement. Ma génération a d'abord été à l'aide. Alors c'était la psychologie de l'aide. L'accompagnement pour ma génération, c'était pour les mourants. Alors je suis embêté pour aujourd'hui. D'ailleurs, on parle beaucoup d'accompagnement, mais on ne parle pas de cheminement. Il y a toujours le même problème de la réciprocité. Le déni du Conseil, c'est la maltraitance théorique d'une pratique. Et là, j'avais amené une revue dont j'aurais voulu parler, mais qui a un extraordinaire article sur la maltraitance théorique et enjeux contemporains de la psychologie clinique de Madame Sironi, qui me paraît très important pour notre affaire. La maltraitance théorique, les embarras d'un mot qui a une longue histoire, la maltraitance institutionnelle, le silence des usagers, sur lequel je reviendrai tout à l'heure, la confusion entretenue, il y a les néo-conseillers, les conseillers de tout genre, la maltraitance institutionnelle par la multiplicité des institutions, etc. Donc il y a un décalage grandissant entre les discours officiels et les pratiques ordinaires, entre la professionnalisation des conseillers et l'état actuel. Donc le sens de l'orientation qu'on voudrait réduire à l'information seulement. Il y a vraiment un sens en danger et je trouverais important de signaler cette affaire. Le déni théorique, tout ceci crée un malaise rampant, une souffrance continue, des révoltes jamais prises en considération. Comment se fait-il qu'il n'y ait pas eu de défense active de l'orientation ? De la même manière qu'on a fait glisser, disparaître les psychologues de l'AFPA, je trouve que là, il y a un vrai problème de la conscience historique que nous pouvons prendre. La tragédie, pour moi, commence avec l'absence d'histoire, avec l'absence de mémoire, poussée par l'urgence, la vitesse. Les contemporains vivent de la précipitation aveugle. Et je trouve que, je voudrais citer des tas de gens, depuis 1939, avec Rollo-May, sur The Art of Counseling. Qu'est-ce qu'il y a eu comme publication là-dessus? On a enterré Rogers à moitié. On revient maintenant, alors que pendant des années, il a quand même publié en 1942. Ça fait un bon temps, n'est-ce pas, depuis ce temps-là. Mais qu'est-ce qu'il y avait encore? Léon,
les psychopédagogies de l'orientation, 1957, 66, le voyage de Rogers en France, 74, l'IFEP, l'ARIP, etc. 1991, le bilan de compétences. Il faudrait, je pense que l'année prochaine, vous allez faire votre histoire. Nous avons à problématiser cette histoire, à questionner le devenir. L'histoire nous oblige sans cesse à être questionneurs engagés, qui me paraît important. Je rappelle Snyders, où vont les pédagogies non directives, toutes les attaques qu'il y a eu à ce moment-là. Ouvrier-Vasquez, qu'on a oublié, vers une pédagogie institutionnelle, et le bouquin « Qu'est-ce que le conseil ?» Tenir conseil en classe, etc., me paraissait aussi important. Je voudrais nommer super les articles qu'il y a eu dans le bulletin de psycho, c'est quand même énorme, important. Hélène Angeville, Neveu, Léon j'ai dit, Zarka, Conrad Lecomte, et je voudrais quand même, pour expliquer le déni du Conseil, un propos attristant de M. Pierron, grand savant par ailleurs. Il dit, ce monsieur, en 54, dans le traité de psychologie appliquée, « Chaque cas particulier se présente dans un complexe tel que l'on ne peut en rencontrer un autre qui soit réellement identique. Il doit donc être embrassé dans une vue clinique d'ensemble, avant de pouvoir, d'après des pronostics de probabilité, établir un conseil utile et le faire accepter, car un conseil dont on aurait la certitude qu'il ne serait pas suivi ne serait pas un conseil. » C'est-il pas merveilleux, ça, etc. Et même après encore, mademoiselle Neveu, dans le processus du conseil. Et alors là, notre ami Pierron, il dit, dans le régime américain où l'éducation n'a pas les caractères de l'Europe, etc., il continue à dire, ça, le conseil, c'est des affaires américaines, ça ne nous concerne pas. On oublie beaucoup que le conseil est d'abord un concept politique. Le conseil, c'est tenir conseil ensemble depuis le village, n'est-ce pas? Nous allons reprendre ça tout à l'heure. Et il y a un philosophe qui s'appelle Damien, qui vient de sortir un livre sur le conseiller du prince. Il nous montre comment on remonte politiquement toute cette histoire. Je rappellerai qu'on utilise counseling, mais soviet, ça veut dire aussi conseil, n'est-ce pas? On oublie beaucoup les histoires comme ça. Et maintenant, nous avons l'apparition du constructionnisme. Et donc, je suis un adepte, un fervent du constructionnisme socio-existentiel, etc., etc. Donc ça, c'était à mon avis, c'est un chapitre à ouvrir sur l'histoire du Conseil. Mais le défi qui nous est posé, c'est quoi? Et je commence avec Bertrand de Jouvenel, dans L'art de la conjecture, que je trouve un texte qu'on a enterré, et il nous dit, bientôt on s'étonnera que la prodigieuse expansion des arts de moyens, technologie, etc., est entardée à être suivie d'une expansion des arts de conseil. Cette dernière se produira à coup sûr dans ce qui reste du siècle. Et je rappelle un mot une définition du Conseil de 1340. C'est pas d'aujourd'hui, n'est-ce pas? C'était par Chaucer, un auteur anglais, et qui reprend d'ailleurs le vieux mot français. Je prends la traduction simplement. Les hommes peuvent conseiller à une femme de rester seule, mais le conseiller n'est pas un commandement. Le conseil n'est pas un commandement. Mais il y a un problème franco-français du Conseil, parce qu'en effet, des milliers de praticiens qui portent le titre de conseiller assument cette fonction, mais ne sont pas très curieux d'approfondir cette notion. On s'est battu pour être psychologue, mais pas conseiller. Et tout d'un coup, maintenant, alors on nous vend du coaching, on nous vend des tas de choses, toujours via l'Amérique du Nord, n'est-ce pas? Eh bien, peut-être que nous avons à réfléchir. Il pourrait y avoir un conseillisme d'État. On confond peut-être le conseiller avec le directeur de conscience ou le commissaire politique. Il peut y avoir la conseillite libérale. Et alors maintenant, nous avons peut-être à construire quelque chose d'autre qui n'est ni l'un ni l'autre. Alors envisage-t-on j'ai oublié aussi le conseil en management. Ah, ça c'est extraordinaire parce que le conseil en institutionnel, c'est à part, en économie et en droit qu'on enseigne ça. C'est pas du tout de la psychologie. Je dis que le défi du Conseil, un défi, c'est une provocation. On est mis au défi de réaliser en pratique et en vie ce qui correspond au savoir construit. Mais est-ce qu'on va relever le défi? Il n'est pas à ce défi d'autre origine que la blessure singulière, différente pour chacun, que toute personne porte en elle-même face à la violence, à la souffrance d'existence. C'est ça, tenir conseil. Il y a ce défi d'un État social actif, correspondant à développer l'activation des citoyens, et non pas un État-providence qui donnerait tout. Donc c'est un défi à plusieurs niveaux.
Un défi, c'est le développement humain, humaniser l'insertion dont je parlais tout à l'heure. Mais les sciences humaines ne sont pas une nouvelle manière de servir les pouvoirs en place, mais au contraire un nouveau service de l'humanisation de l'inhumain dont je parlais tout à l'heure. Car on essaie d'étouffer les sciences humaines en disant que c'est pas sérieux, en les soumettant à l'ère du temps, soit à l'argent, soit au pouvoir, soit au commerce. L'enjeu des sciences humaines n'est pas de servir un pouvoir, mais d'être intempestif, c'est-à-dire de nous élever au-dessus de la déficience des temps présents, de réfléchir sur le devenir. Le défi, car la cause est aussi dans l'existence, crise et création sont liées. Le défi, car on ne peut pas transformer le savoir en marchandise, en manipulation, sans conséquences extrêmes pour le devenir des gens. Le défi, car le savoir vivant est un feu qui fait naître une vie attentive. Le défi, relevé de faire face aux trop d'heures englouties dans l'irritante nécessité des choses. Donc le défi, c'est un défi de la démocratie, c'est un défi de la solidarité, c'est un défi du lien social. C'est-à-dire que le défi, c'est une démocratie citoyenne, mais pas seulement participative, délibérative, une démocratie citoyenne, une conception vive de l'orientation, un espace public cohérent, une culture pratique partagée, et non pas des discours sur les médias, une recherche active, une évaluation conseil continue. Les enjeux, donc une culture humaine pour créer une autre démocratie. Bon, Alexandre, oui. Oui, bon, oui, ah oui, oui, non, oui. En attendant que tu retrouves. Oui, non mais je cherche comment abréger. C'est comment le. Bon, je vais vous dire quand même quelque chose d'autre. Oui, avant que j'oublie le conseil de groupe, je voudrais signaler ça parce que ça me touche beaucoup. Le conseil, c'est pas simplement l'entretien à deux. Après 68, tout d'un coup, le groupe a fleuri de partout, et tout d'un coup, maintenant, c'est comme si les groupes n'existaient plus. On oublie trop le groupe, le conseil de groupe est plus qu'important, politiquement d'abord, mais ne pas oublier que conseil est le départ, conseil de village, conseil de la palabre. Pourquoi j'aime le modèle de la palabre? Parce que la palabre, la fin, c'est de sortir en bon état de la réunion. Alors que d'habitude, une réunion se fait pour s'engueuler ou pour ne pas écouter, etc. Peut-être en ce moment, d'ailleurs, vous faites le sommeil avant le repas, etc. On ne sait jamais. Mais donc, comment le groupe comme laboratoire commun qui permet à chacun de construire son expression, etc. Donc, je suis pour développer, c'est tous les conseils de quartier, conseils de famille, conseils de classe à revoir, etc., etc. Fonction conscience critique du conseil. Les premiers avatars du Conseil sont les aventures du mot, ses malheurs et ses métamorphoses. Je crois que peu importe le mot, dit-on non, le choix d'un mot n'est pas indifférent. Les questions de vocabulaire c'est pas simplement verbal. L'expérience prouve que l'indifférence pour le débat de mots s'accompagne généralement d'une confusion d'idées dans la pratique. Pour beaucoup, Conseil reste bloqué dans un usage populaire, le donner des conseils. Accepter ce seul sens, c'est comme si on prenait tous les mots usuels issus de la langue courante dans leur sens immédiat, comme groupe, personne, intelligence, sans jamais en travailler le sens. Or, cette pratique du conseil est balisée depuis près de 100 ans par des théories, des recherches, des institutions. Comment refuser d'en tenir compte? Ce refus est déjà un premier signal. Proférer un non, disait à peu près Bachelard, c'est laisser tomber dans une solution la goutte qui provoque un précipité. Alors, dès qu'on provoque le mot conseil, des préjugés surgissent. Affirmer que le conseil, malgré les milliers de conseillers en fonction, est une notion confuse, floue, c'est se contenter de répéter un sens banalisé du terme, peut-être parce que cela arrange tout le monde. Après tout, au lieu de se lamenter sur le mot, on pourrait travailler à le préciser, ne serait-ce qu'à partir du constat qu'il a la vie dure. Donc, ce qui me paraît important, c'est de travailler le sens même. Le conseil a été aussi trop souvent identifié à une psychothérapie accélérée ou raccourcie, donc superficielle, inefficace, ou à un examen qui aboutit à un diagnostic et un traitement ou une solution recette. Certains pensent que tout peut se résoudre en adoptant le mot anglais. Ils semblent préférer le mot counseling
pour traduire conseil. Outre que counseling n'est pas consulting, suffit-il de plaquer un mot anglo-saxon sur une réalité française pour qu'il y ait une meilleure compréhension d'une pratique nouvelle. En utilisant le terme anglo-saxon, est-on plus sûr, plus au clair sur le conseil? Qu'est-ce qu'adopter un mot étranger? C'est pour ne pas se fatiguer de travailler en français. Ne pas oublier que counseling a toujours été lié à psychothérapie pour beaucoup de gens. Donc, ce n'est pas une simple question de traduction. L'équivalence sémantique ne serait-elle que le transport dans un autre lieu d'une même quantité intelligible. Je crois que nous avons à travailler sur le sens même du mot. Je crois que, pour moi, le concilium, ça n'est pas du tout un avis, une indication, mais c'est toujours été délibéré pour agir. Bien, vous êtes toujours là, n'est-ce pas? C'est très bien. Et donc là, j'en étais aux mots, aux défis, etc. Je voudrais simplement peut-être parler de 3 aspects de la démarche de conseil avec vous ce matin. Je voudrais prendre 3 axes, le dialogique, le kairos et peut-être l'agir si j'ai le temps, mais je ne sais pas. Jusqu'à quelle heure j'ai jusqu'à 2 heures? Non, c'est pas ça. Dialogique. Pourquoi est-ce que c'est vrai que le fondement du conseil, c'est le dialogique, mais je suis fatigué tout le monde prononce le mot dialogique comme si c'était évident que dès qu'on le prononce, alors on dialogue. Eh bien, peut-être que c'est pas tout à fait ça, que le dialogique est un apprentissage permanent, il n'est pas donné comme un modèle a priori, etc. Dialoguer est un mot trop répandu. Est-ce qu'on signale un apprentissage, un entraînement, ou est-ce un don? Et s'il y avait entre nous une inaptitude au dialogue? C'est le père Gadamer qui m'a donné une incapacité à dialoguer. Nous prononçons le mot, mais à condition de ne pas agir. Car prenons le dialogue alors même qu'il est en train de disparaître. Mais la parole n'existe que dans le dialogue. Une disponibilité ou non à l'autre. Rarement un dialogue à plusieurs est possible en même temps. Le réapprentissage du dialogue est la condition même du dialogue. L'incapacité au dialogue ne se voit pas elle-même en soi, mais chez l'autre. Comme curieux qu'on voit toujours que c'est l'autre qui ne dialogue pas. Peut-être que le dialogue, c'est l'incapacité à écouter, pas de langage commun, etc. Eh bien, peut-être que nous avons à travailler le sens même du dialogue, l'exercice du dialogue, c'est-à-dire partir de l'autre, la reconnaissance de l'autre. Comment il est différent, ce mec-là? Tenir l'antre, c'est-à-dire explorer la résonance, qu'est-ce que ça me fait, ce qu'il est en train de dire, et ouvrir le soi, c'est-à-dire travailler à ma présence. Je crois que nous avons un entraînement dialogique permanent, quotidien à faire, avec chaque personne, différence avec moi. Donc, dialoguer avec soi est la condition même de dialoguer avec l'autre. Donc, la parole n'est pas une opinion flottante, mais c'est un travail sur soi, un débat entretenu avec soi en permanence. L'exercice existentiel est l'entraînement continu au dialogue sur soi. Le dialogue n'existe pas en soi, il n'est pas donné comme un cadeau. Le dialogue est un travail permanent à refaire sans arrêt. Et une pratique dialogique est en effet peut-être très rarissime dans nos établissements et dans nos vies. Il faudrait creuser, il y a une piste là. Là, je vais oser une piste qui est tellement balisée ces jours-ci, le kairos. Le kairos. Rien que mâchouiller le mot, je suis déjà en appétit, n'est-ce pas? Le kairos. L'action du temps n'est pas anodine, c'est un élément central de toute pratique. La pratique n'est pas dans le temps, elle fait le temps. S'intéresser à la question traitée, constituer un centre d'intérêt, c'est rendre actuel, présentifié. Ce qui donne forme à la démarche de conseil, c'est un art du temps. Mais le temps, vous vous souvenez, nous l'avons enfermé dans une petite boîte en métal auquel nous avons donné le nom de montre. C'est curieux ce mot montre, n'est-ce pas? Et alors je répète le proverbe africain, jette ta montre et garde le temps. Mais le temps est une rareté que je construis, Le temps est aussi ma relation à l'autre. Alors j'ai repris la devise de Winnicott, quel est le minimum indispensable?
n'est-ce pas? Et le roi Gourand, dans le geste et la parole, il nous disait ce truc qu'on a oublié, le fait humain par excellence, et peut-être moins la création de l'outil que la domestication du temps et de l'espace, c'est-à-dire la création d'un temps et d'un espace humain. Au temps de l'Internet, on pourrait peut-être se souvenir de ça. Et je rappelle le poète, parce qu'il n'y a que les poètes qui disent le vrai, c'est Bonnefoy, un de mes poètes préférés, l'acte de la présence étant chaque instant la tragédie du monde et son développement. Jette ta montre et garde le temps, oui. Et Montaigne, quand je danse, je danse, quand je dors, je dors. Je voudrais, et je prends Éluard, que notre sociologue a repris en tête de son livre sur Pensée, je voudrais m'assurer du concret dans le temps. Alors que nous savons bien, comme René Char le dit aussi, l'essentiel est sans cesse menacé par l'insignifiant. Donc, comment maîtriser la multiplicité des temps sociaux, etc. Et c'est là tout le problème du kairos. Le kairos, le temps kairologique, c'est l'entrée en résistance contre la tyrannie du temps chronophage et l'impérialisme de la vitesse, de l'urgence permanente, l'accélération du temps mondial. Donc le kairos, tenir l'instant, ce n'est pas brusquer la durée, mais augmenter notre capacité à accueillir l'événement. Tenir l'instant, c'est créer notre disponibilité pour être plus présent à soi-même, aux autres, à la situation. Tenir l'instant, ce n'est pas se précipiter, etc. L'instant, c'est constituer des déclics, des déclenchements, des commencements, des points de départ. Et Bachelard, dans la dialectique de la durée, nous dit le déclic, c'est précisément en prenant conscience de l'ordre des déclics que l'on accède à la maîtrise de soi dans une action compliquée et difficile. Coller à chaque instant à la précision du possible requiert un travail de perpétuelle invention chaque jour pour affronter la durée, les contradictions, les conflits, etc. Bon, Alexandre, quand même, sois raisonnable. Que dirait ta grand-mère, enfin quoi? J'aurais voulu développer oui, ma grand-mère est un... Enfin, je ne veux pas raconter ma vie, là, mais bon. Pour le temps encore, le kairos, c'est... J'aurais voulu dire l'importance fabuleuse sur l'ordinaire. C'est-à-dire que le but, par le déclic de l'instant, comment être à la hauteur de l'ordinaire, et non pas de l'extraordinaire. L'extraordinaire nous interpelle autrement, mais comment être la voie de l'extraordinaire, c'est débanaliser l'acte ordinaire. Le quotidien, comme il n'y a pas de détail, tout est signe, il n'y a pas de détail. N'est-ce pas? Je crois que c'est valoriser l'instant comme création. L'ordinaire, c'est une capacité de résistance à la routine aveugle, une capacité de réactivité à l'imprévu. Chaque rencontre est unique. Ce n'est pas la mort qui est tragique, c'est de ne pas vivre tous les jours. I repeat again, otherwise I don't understand that. I must speak English, you know, because c'est terrible. Si on ne parle pas anglais de nos jours, on est foutu, n'est-ce pas? Mais ce n'est pas la mort qui est tragique, c'est de ne pas vivre tous les jours. Donc, face à ce stress du travail, à l'examen psychologique, etc., la praxis est quotidienne, ordinaire. Bon, Alexandre, oui, tiens-toi bien. Bon, j'en passe. Oui. Le devenir. Bientôt, nous irons à la Sainte Table. Bientôt. Le devenir. Je plaide pour une formation du devenir. Le devenir n'est pas de l'histoire. L'histoire désigne seulement l'ensemble des conditions, si récentes soient-elles, dont on se détourne pour devenir, c'est-à-dire pour créer quelque chose de nouveau. Et mes maîtres à penser, là, sont à la fois Deleuze, mais Péguy aussi, dans Clio, dont on a oublié ce livre extraordinaire. Le devenir, ce sont des actes qui ne peuvent être contenus que dans une vie et exprimés par un style. Je suis très soucieux du style de la démarche du tenir conseil. Devenir, c'est devenir humain, l'humain en devenir continu. Nous ne naissons pas humains. Ça recommence, les bagarres, avec chaque génération, avec chaque naissance. Devenir humain, c'est une exigence de qualité de vie au-delà des savoirs. C'est diminuer l'inhumain dont je parlais. On ne peut comprendre une vie sans comprendre le devenir, la succession des moments qui ne sont pas seulement une trajectoire déjà tracée à l'avance. Le devenir n'est pas une partie de l'histoire,
mais au contraire, il s'agit de créer quelque chose de nouveau. Tenir conseil est une œuvre ouverte et non pas un formatage, non pas un passé dépassé, répété à plusieurs centaines d'exemplaires. Ce n'est pas une simple gestion des affaires, mais une invention de l'avenir. Le devenir, ce n'est pas la prospective ou le commissariat au plan, ce n'est pas le futurible, c'est le combat du sang de l'immédiat pour que les choses changent au quotidien. Devenir est le contenu propre au désir. Désirer, c'est passer par des devenirs. Devenir n'est pas une généralité. Il n'y a pas de devenir en général, sauf pour les sociologues. Si je devais souhaiter quelque chose, je me souhaiterais ni la richesse, ni le pouvoir, mais le sens. C'est Kierkegaard qui nous dit ça. Si je devais souhaiter quelque chose, je ne souhaiterais ni la richesse, ni le pouvoir, mais le sens passionné du devenir. Tout ce qui importe, qui pétille, qui embaume, qui stimule comme possibilité. Il n'est de fidélité au passé que dans l'avenir, L'existence en devenir, c'est celle que Bachelard, dans son dernier livre, exprime. L'existence maxima, l'existence en tension vers un avant, vers un plus avant, vers un au-dessus. Tout devenir de pensée, tout avenir de pensée est dans une reconstruction permanente de l'esprit. Alors le devenir, dans les pratiques, eh bien, je dirais d'abord que dans le devenir, c'est d'abord l'écoute des silences. L'écoute des silences, ça veut dire l'écoute des usagers. J'entends pas les usagers parler. Un grand nombre de questions. L'écoute des silences est le titre d'un bouquin de Thierry Gaudin, dans un grand livre qui a montré que l'écoute était la source de l'invention, du changement, d'innovation pratique. Et tout le temps, l'écoute active des usagers citoyens. C'est comme curieux. On parle des usagers bénéficiaires. On oublie de dire citoyens, en fait, et personnes humaines. Bénéficiaires, que des praticiens ordinaires qui portent toute la charge du contact direct des personnes et des souffrances. Donc l'écoute des situations. Tout à l'heure, quand j'entendais la sociologie parler, etc., on oublie que le psychologue social existe peut-être. En tous les cas, cet accent-là, c'est l'écoute des situations concrètes pour ouvrir de nouveaux chemins. Septièmement, le souci de la formation professionnelle. C'est comme curieux. J'ai commencé avec 4 fois 3 jours pour le conseil et maintenant on me demande, vous pouvez pas faire ça en 1 heure, en 2 heures, etc. Le travail des pratiques. Vraiment, une autre piste, c'est la 8e piste, je vous signale, au cas où vous n'auriez pas suivi à cause de votre appétit. 9e, le soin de l'ordinaire unique, en rappelant que la carte n'est pas le territoire, que marcher dans la gadoue, c'est pas comme livre simplement un livre un peu abstrait. Donc, changement de l'espace public, ça c'est un des drames. Où parle-t-on de l'orientation ? Je n'entends pas la etc. Oui. Les médias en parlaient comme il faudrait dans chaque coin, dans les régions, etc. Et il y a un livre de Dewey qui est sorti sur l'espace public. Nous avons à créer un espace public de l'orientation. C'est pas seulement l'information, mais comprendre la construction de l'orientation par la plus petite personne qui est à côté de chez moi avec un vélomoteur, etc. Donc, créer des conseils des usagers. Et je crois que c'est Deleuze, quelque part, qui réclame, qui dit qu'au fond, par rapport à toutes les institutions, les conseils des usagers, dire un peu qu'est-ce qui ne va pas et qu'est-ce qui va, important. Un accès aux médias, des coûts... Oui, alors aussi, l'imagination, l'imaginaire, découvrir, inventer, reconfigurer, l'imaginaire des pratiques. Schoen, le praticien réflexif, a aussi fait un gros travail là-dessus. Et en France, notre invité du jour aussi a beaucoup travaillé là-dessus, Madame Jules Desprairies, etc. Donc, pour moi, mon problème, c'est peut-on ouvrir un questionnement pratique sur tous les points que j'amène et imaginer des ouvertures, des percées. Peut-on mettre en chantier des questionnements où chacun n'est pas tout seul, etc. Pour moi, il y a des silences qui hurlent. C'est comme si on m'avait rien appris, qu'on recommence toujours les mêmes erreurs, etc. Bon. Oui, non, je peux pas. Oui, intelligence. Je voulais parler de l'intelligence du partage. Je trouve que c'est un des plus grands problèmes de la concrétisation du dialogique. Intelligence du partage entre nous. Je trouve qu'on est trop chacun tout seul, ou chacun en rivalité avec l'autre, etc. Et les théories, n'en parlons pas. Si je suis dans une théorie, j'écoute pas l'autre, etc. Une approche plurielle des conseillers.
pour créer des réseaux de résistants, des réseaux de réflexion, etc., etc. L'intelligence du partage, oui. Alors maintenant, penser ma pratique, oui, c'est fait, n'est-ce pas? Alors conclure, pour mon appétit. Oui. Eh bien, je crois que l'orientation, c'est pour ça que la sociologie ne peut pas toujours comprendre, c'est parce que l'orientation est un sport de combat, c'est un sport de haut niveau. Donc nous avons à nous préparer à ça. Et en réfléchissant, qu'avons-nous apporté aux autres? Il faut des chercheurs, des professeurs, mais aussi des praticiens de l'existence ordinaire, pas seulement des experts ou des thérapeutes. Je disais tout à l'heure, je ne crois plus à l'humanisme en général, ni à l'humanitaire ailleurs que chez soi. Qu'est-ce qui nous reste? Qu'est-ce qui nous reste quand il ne reste rien? Ceci, que nous pouvons travailler à diminuer l'inhumain dans chacun d'entre nous. Car l'essentiel, le primordial, le fondamental, le simple, c'est de ne pas empêcher l'autre d'exister, de ne pas empêcher l'autre d'être humain. Souvenons-nous que la destruction de l'humain s'est faite dans la plus grande banalité. Cette mutuelle et primitive reconnaissance, ce banal allumé, c'est ça qui me paraît. Comment être au plus proche, et ne pas au plus proche des gens, et non pas une technicité de jargon. Le savoir n'est pas une propriété de quelques-uns. Il est un partage essentiel. Alors je voudrais finir sur le tragique et sur l'espoir. Comment ne pas nommer, pour finir, le tragique? Chaque acte créateur comme une prise de conscience du tragique, de la condition humaine et de la joie en acte présent. Comment dire cela de la faillite de l'humanisme? Après l'Europe, après Pol Pot, après toutes les barbaries massives, nous continuons au quotidien des barbaries sordides. Peut-il y avoir, après nous, des sources de confiance humaine? Je pense au mot de Steiner. L'enseignement, c'est la maladie de l'espoir nécessaire. Alors mon propos, c'est comment rester un débutant jusqu'au bout. Le tragique n'est pas dans l'enchaînement des événements, mais dans nos réactions à nos déterminations. Le tragique serait la banalisation des contraintes, des conflits, des échecs. Il reste un recours dans la connaissance tragique. Assumer ses limites, répondre aux défis de l'époque, devenir acteur de soi-même. On ne peut plus être des zombies rationnels, ressemblant complètement étrangers au tragique quotidien. Ne pas voir le tragique, c'est se rendre complice de ce qui n'est pas affronté. Il faut rêver avec énergie que l'avenir ne sera pas le passé, ce que l'histoire humaine, l'avancée humaine est lente, paresseuse, par rapport aux techniques, aux vitesses des outils, des objets, des nouvelles qui nous entourent. Le projet de devenir enfin des humains et non pas des animaux sauvages, met beaucoup de temps à devenir concret. Quand vous avez vécu consciemment les guerres, je suis un enfant de la guerre, quand on a vu les bombardements, les tuer, on pensait que les jours heureux étaient arrivés. Eh bien non, c'est à recommencer. Le tragique, c'est la violence des souffrances et des silences alliés au mutisme. C'est l'abîme de la socialité dans la constitution du vivre ensemble. La vraie leçon du tragique est aucunement la fascination paralysante du malheur. Il y a toujours de nouvelles données. La tragédie a pour thème l'action, continuer, construire la cité, etc. Tragique, ce n'est pas synonyme de résignation, de pessimisme, d'accablement, de fatalité, mais au contraire, l'affirmation de l'existence, une affirmation redoublée, une affirmation de vitalité jusqu'au bout. La difficile complémentarité de Dionysos et Apollon. Oui, il y a au fond de moi tout le cri d'avant que dépasser dans le combat toutes les souffrances. Nous allons au bout des choses. Ma blessure, ma profonde blessure pour nous, c'est que nous savons ce qu'il faudrait faire, ce qu'il faut faire, mais que ça ne se fera pas. C'est trop cher, le coût est trop élevé de s'occuper des hommes vivants. Quand on a un peu de recul de l'histoire, on voit le gâchis humain. Et peut-être que ne pas s'occuper de l'orientation, ça coûte plus cher à une société que de s'en occuper quelque peu. Donc la conscience du tragique, c'est une nouvelle naissance à l'essentiel de nos vies. C'est humaniser l'inhumain. Le tragique, c'est une nouvelle naissance au sens vivant de la vie. C'est une délivrance de l'épreuve de la violence. On a pu parler de l'affrontement, faire face, non pas passivité. Le tragique, ce n'est pas la mort, c'est la résignation. Le tragique, c'est la résignation. En finir avec les plaintes, je me bats. Le tragique,
témoignent contre l'enlisement idéaliste, utopiste, contre l'illusion d'Eschyle à Beckett. Nous entendons toujours le comble de la détresse. Alors notre attestation de vie n'esquive pas le choc du tragique en nos vies vivantes, mais le tragique engendre une conversion du regard et de l'écoute, faire face. Le tragique du conseil, oui. Mais en même temps, le deuxième volet de la conclusion, c'est l'espoir. L'espoir, pourquoi l'espoir? Je veux identifier le conseil et l'espoir, mais non pas quelques détours, car il y a deux espoirs. En premier lieu, un grand refus, dire non. Ce qui revient à cette question, mais à quoi tenons-nous? À quoi sommes-nous présents? J'en finis avec la plainte, mais je ne dis pas la naïveté de l'espoir. Je dis le combat de l'espoir maintenant. L'espoir comme une ascèse, optimisme de volonté, pessimisme d'intelligence. Souvenez-vous de Gramsci. Je me souviens de Sartre, à la fin des mots aussi. Si je rentre l'impossible salut au magasin des accessoires, que reste-t-il? Tout un homme, fait de tous les hommes, et qui les vaut tous, et que vaut n'importe qui. La singularité plus que l'identité. L'espoir n'est pas une illusion lyrique, il est dans la nature même de l'action. Il y a dans l'espoir une sorte de nécessité, ne pas céder, ne pas être dupe. Mon espoir est de supposer un corps de gens qui luttent parce que ce combat ne peut pas être solitaire. L'espoir maintenant, oui maintenant, car il n'y a pas d'après pour ceux et celles qui cherchent. L'espoir, c'est un combat, une manière de saisir la fin comme pouvant être réalisée. L'action, c'est Braque qui nous dit ça, l'action est une suite d'actes désespérés qui permet de garder l'espoir. Le secret de l'espérance, c'est cette fraternité dont on ne veut pas parler. Malraux disait que c'était la réponse au mal absolu, qu'il appartient à chacun de nous de tisser inlassablement. Tout recommence avec chaque génération, mais on oublie trop le programme de la résistance dont je parlais tout à l'heure. L'agonie de la démocratie est un combat jusqu'à la fin des temps. L'espoir, ça signifie que je peux entreprendre une action sans savoir si je vais la réaliser complètement. L'espoir, la confiance de beaucoup de personnes en difficulté s'est altérée, mais le secret de l'espérance, c'est le secret de la fraternité, cette fraternité dont je parlais tout à l'heure. Mais désespérer, c'est donner à notre impuissance la priorité sur les ressources cachées du réel. Le monde a plus de possibilités d'être que nous ne savons voir en premier lieu. L'espoir, c'est un refus de la résignation à la fatalité du malheur. La résilience dont parlaient d'autres. La majorité des hommes mènent une vie de tranquille désespoir, car ce qu'on appelle résignation affermit le désespoir. C'est Thoreau dans Walden qui nous dit ça. Alors comment être optimiste si ce mot a un sens après tant de massacres, de famines dans notre siècle? S'il faudrait un cynisme total pour être optimiste, espérer, c'est autre chose. La croyance naïve au progrès obligatoire, en la perfectibilité de l'homme. Tout est à recommencer avec chaque génération, oui. Alors je reste debout, comme j'ai commencé. Ce qui vient au monde pour ne rien troubler ne mérite pas un égard ni patience, c'est René Char. Donner de l'espoir dans une joie tragique, tenir conseil. Nous devons être le changement que nous voulons et voir dans le monde. Nous devons être le changement que nous voulons voir dans le monde. Donc, le but de l'humanisation, ce n'est pas le visage qui s'efface dans le sable dont parlait Foucault, c'est le visage humain vivant en face de moi. L'action ne peut être une généralité, et nous avons là le caractère irremplaçable des acteurs de base. C'est le moment unique de personnes uniques, dans des situations uniques. Il s'agit bien ici et maintenant. L'inhumain, c'est l'inhumation de l'espoir d'exister entre hommes. L'espérance est l'action qui laboure le présent dans la perspective des possibles. Je me souviens d'Anne Frank aussi, le courage et la joie sont deux facteurs vitaux. Bon, allez, j'en passe et des meilleurs. Et c'était l'espoir. Bon, mais je vais vous livrer des messages pour finir, etc. Je vais vous livrer trois choses, allez, tant qu'on y est. Cet été, j'étais voir Giacometti, et ces deux images me restent. L'homme qui marche, vous connaissez cette sculpture, mais on oublie toujours la femme debout. Et dans la Fondation Max, ils ont mis les deux côte à côte. Donc l'homme et la femme debout pour former et transformer l'histoire humaine. Et je me souviens de ce propos, j'appelle constructeur
ceux qui révèlent qu'un travail d'organisation s'ébauche dans une société détruite. Et pour qui sonne le glas, John Donne, nul homme n'est une île complète en soi-même. Tout homme est un morceau de continent, un part de tout. Si une parcelle de terrain est emportée par la mer, l'Europe en est lésée. Tout de même que s'il s'agissait d'un promontoire. Tout de même que s'il s'agissait du manoir de tes amis ou du tien propre. La mort de tout homme me diminue parce que je suis solidaire du genre humain. Ainsi donc, n'envoie jamais demander pour qui sonne le glas. Il sonne pour toi. Et je voudrais penser à un poème d'un Turc, Nazım Hikmet. L'air est lourd comme du plomb. Je crie, je crie, je crie. Être captif, là n'est pas la question. Il s'agit de ne pas se rendre. Il s'agit... Et je voudrais vous donner un cadeau. Je voudrais lui donner le cadeau de devenir un bambou. Le bambou, c'est tellement... Bon. Le bambou n'est ni un arbre ni une herbe, n'est-ce pas? Et il me donne ni fleurs ni fruits. Il recèle en lui le pur souffle qui anime le ciel et la terre, qui incarne à la fois les vertus de droiture et d'humilité. Par son vide intérieur, le bambou incarne l'humilité. Par son port droit et élancé, il incarne l'élévation d'esprit. Demeurant toujours vert, il conserve durablement ses vertus, comme il est digne d'être aimé. Donc, ce devenir bambou, tel est le rêve de l'homme juste, comme celui de l'artiste en quête d'harmonie, ce que suggère la merveille d'un poème de tous les poèmes chinois. Devenez bambou. Et je vous livre la dernière parole que je voudrais vous dire. Ma vie m'a apporté une certitude, une seule, mais lumineuse. La qualité existe et là une source. À chaque moment de toute action humaine, une qualité nouvelle et inattendue peut jaillir et tout aussi vite se perdre, se renouveler, se perdre encore. Cette valeur que l'on ne peut pas nommer peut être trahie par la religion, par la philosophie, par les églises, par les temples. Fidèles et infidèles la trahissent à chaque instant. Pourtant, la source cachée est toujours là. La qualité est sacrée, mais elle est toujours en danger. Quand j'étais jeune, je me disais, il est possible d'arriver là spirituellement dans les limites d'une vie. Et je sentais au-dedans de moi l'obligation morale d'arriver là avant qu'il ne fût trop tard. Lorsque notre condition humaine me devint plus claire, je me mis à penser d'une manière plus réaliste que cela demanderait plusieurs vies. Puis, le bon sens l'a emporté peu à peu. Nous ne sommes rien de plus qu'une particule fugitive, perdue dans une humanité qui lutte, tâtonne, s'élève et retombe sans cesse, cherchant ce point, cela qui n'apparaîtra peut-être jamais. Et pourtant, à tout moment, nous pouvons prendre un nouveau départ. Tout débat, tout début a la pureté de l'innocence. Plus difficile est le développement, car les parasites, les confusions, les complications et tous les accès du monde font irruption quand l'innocence cède la place à l'expérience. Le plus dur, c'est la fin. Mais lâcher prise nous donne le seul goût de vraie liberté. La fin devient un commencement, une fois de plus, et la vie a le dernier mot. Et il ajoute, c'est Peter Brook qui nous dit ça, quand dans un village africain, le conteur parvient au terme de son histoire, il appuie la paume de sa main sur la terre et il dit « Je dépose mon histoire ici », puis après un court silence, il ajoute « afin que quelques... »